Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne, voilà. Après l'expérience des gardiens du cinéma, je décide donc aujourd'hui d'ouvrir ma chaîne YouTube avec une émission qui s'annonce déjà très prometteuse et que j'ai vraiment hâte de faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais accueillir un réalisateur, aussi un camarade YouTubeur, avec qui je n'ai jamais encore collaboré. Nous nous sommes croisés puisque nous avons déjà participé à la même rubrique, à savoir Parole, l'émission de Samir, que je salue également, Microciné. Donc voilà, je vais accueillir Artopolis, aka Nicolas Perrault. Mais avant toute chose, voilà, je voulais présenter brièvement ce qui allait se passer sur la chaîne. C'est à savoir que ici, nous allons simplement voilà, développer un espace de parole, de partage, d'expérimentation. Ça va être un espèce de fourre-tout, un peu comme Artopolis, si je dis pas de bêtises, hein, je me permets. Voilà, je crois que c'est même sa bio YouTube, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ici, ça va être pas spécialement régulier, pas spécialement cohérent, mais on va tenter des choses, on va essayer de vous présenter un contenu qui vaut le coup, et puis j'espère que ça vous plaira, et j'espère que lui va se calmer pour qu'on fasse la vidéo, un petit ou tout. Donc, bienvenue Nicolas, tu es mon premier invité, bienvenue Artopolis, comment vas-tu? Bah écoute, merci pour ton accueil. Je suis très honoré et je vais très bien parce que je suis là. Donc c'est parfait. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Alors, comme tu l'as mis en nom et comme je l'ai un peu évoqué, c'est vraiment le Nicolas Perrault aujourd'hui dont on va parler, et pas vraiment le Artopolis. Alors, brièvement, on peut parler un petit peu de ta chaîne, hein, comme je l'avais dit un peu avant, c'est voilà, une chaîne où tu parles de cinéma, où tu invites les gens à regarder des films et où tu proposes ta vision très personnelle du cinéma, que ce soit au travers d'analyses, de collaboration que tu fais sur ta chaîne, mais aussi ailleurs, comme chez Microciné, mais avec d'autres chaînes comme Jus de Melon, par exemple, ou autres. Et puis, tu proposes aussi tes films, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque tu as fait une quinzaine de courts-métrages, d'après, en tout cas, YouTube, et 3 longs-métrages. Donc, on va revenir sur tout ça, et particulièrement sur ton dernier film qui vient de sortir il y a quelques jours, Le Pays des Cendres. Donc, voilà, pour dire en gros ce qui va se passer dans cette émission, c'est que dans un premier temps, voilà, on va parler globalement de ton approche, pourquoi tu es venu à la mise en scène, et voilà, toute ta vision créatrice. Et puis, on va rentrer un peu plus profondément sur ce film, parce que c'est quand même de l'ordre de l'actualité, et puis ça permet de donner, à mon sens, un bon point de vue global sur ton œuvre. On arrive à avoir certaines connivences avec un peu tous tes travaux, donc je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour ton cinéma. Voilà. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu te Mais sens c'est prêt parfait. Je suis à, voilà, à t'exprimer? Parce que là, c'est quand même un exercice particulier. Alors, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu es quelqu'un qui communique beaucoup, pardon, notamment sur Twitter. Et c'est vrai que tu parles beaucoup de ton œuvre aussi, assez directement. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi, parce que ce soit sur les réseaux ou aussi en face à face, en réel, on s'est rencontrés à l'occasion du festival Microciné. Tu es quelqu'un qui n'hésite pas à parler de ton œuvre. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me questionne aussi. Donc, on va l'évoquer. Mais si tu es là, c'est pas pour un rien, parce que voilà, on est de la même génération, on veut proposer un peu les mêmes choses sur Internet, on a cette envie de mise en scène tous les deux. Et puis, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que toi, tu es hors circuit. C'est-à-dire que dans la production de films, tu développes tes films quasiment en solitaire, en tout cas avec très peu de monde, quelques collaborations, une équipe technique généralement très limitée. Tu prends peu de personnes avec toi. Et puis tu diffuses directement tes films sur YouTube sans aller dans les festivals ou par d'autres moyens de production. Voilà, tu fais tout toi-même, autoproduit. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et sur cette chaîne, c'est ce que vous verrez, c'est qu'on s'intéressera autant à des réalisateurs comme Artopolis qu'on peut s'intéresser à des franchises de blockbusters. On va vraiment, c'est le cinéma sous toutes ses formes. Voilà. Bref, publicité terminée. Parlons directement de toi, de ton cinéma, enfin surtout de ton cinéma. Mais pour parler de ce côté hors circuit, j'aimerais savoir,
je le sais un petit peu, mais disons que pour les spectateurs qui vont nous regarder, je pose la question. Euh, euh, comment dire, d'où viens-tu et comment en es-tu arrivé à la mise en scène? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est proche d'un point de vue professionnel ou c'est vraiment tu fais quelque chose de tout à fait différent et tu fais de la mise en scène en dehors de ton travail? Déjà, bon, effectivement, c'est déjà répondu puisque ce n'est pas mon métier. C'est pour ça que je suis hors circuit en fait, parce que c'est pas mon métier, c'est plutôt un rêve en fait. C'est un rêve qui s'est installé chez moi depuis des années en fait. Après, je sais que j'ai toujours voulu être artiste en fait, enfin faire une pratique artistique et en faire peut-être mon métier depuis tout petit parce que mes parents ont eu l'intelligence et la bonté de m'inscrire à des ateliers en fait, que ce soit de peinture, de poterie, de musique, etc. Je suis aussi musicien à côté. D'accord. Et Qui se retrouve dans tes films d'ailleurs. exactement, je compose majoritairement la BO de mes films, en fait, comme tu le dis. Et donc, j'ai pas fait d'études de cinéma, effectivement, j'ai fait des études de droit parce que tu sors du lycée, tu sais pas trop ce que tu veux faire, voilà, et tu as cette espèce de pression du choix. Alors, effectivement, moi, je voulais faire des études de cinéma, hein, ça m'intéressait plutôt, hein, même si maintenant j'ai plutôt une vision des études de cinéma qui est pas négative, mais qui me dit que c'était pas si important que ça pour moi en tout cas. Et en fait, le problème c'était le coût. Alors, pas forcément le coût de l'école en tant que telle, puisqu'il y a des facultés, mais c'est le coût du déplacement, du logement, etc. Et disons qu'actuellement, je vis dans une ville qui est assez pas très chère en termes de logement, qui me va très bien, et voilà. Et il y a aussi une sorte de pari un peu fou, c'est-à-dire de développer du cinéma dans des endroits qui ne sont pas cinéma centré, quoi. Il y a vraiment pas, puisque bon, on sait bien, en France, le cinéma, malheureusement, il se développe pas trop en province. C'est plutôt les citadins qui viennent en province tourner des films. Mais c'est pas l'inverse. Et c'est dommage. Et donc, Ouais. c'est un peu ce combat. Voilà. Oui, d'autant plus que on va y revenir, mais les décors chez toi ont une grande importance. Oui, Donc exactement. enfin c'est comment dire, c'est pas, ce sont pas des décors comment dire, sont en fond. C'est vraiment carrément les personnages principaux, notamment dans le Pays des Cendres, où l'humain est carrément au second, au dernier plan même, et où le décor, la nature, les industries, les usines ou autres, on va en parler, sont au premier plan. Mm, exactement. Ah oui. Ouais, donc on va y revenir. Et donc, dans cette idée de rêve dont tu nous parles, t'as jamais voulu, peut-être, comment dire, voulu présenter tes films? Parce que là, tu proposes quand même des œuvres assez conséquentes, notamment des longs métrages, donc ça prend du temps à faire. Même si t'es quelqu'un de très productif, hein, je dirais pas que t'es staccanoviste non plus, mais il y a quand même une dimension Mm. très, comment dire, t'as un rythme de croisière, quoi. C'est-à-dire De plus que en plus, d'ailleurs. oui, ça se voit, ça se voit. Enfin, sur 4 ans, 15 courts-métrages, 3 longs-métrages, c'est quand même assez solide. En tout cas, il y en a pas beaucoup qui ont ton rythme, surtout en faisant les choses de manière aussi solitaire. Enfin, Mm. aussi peu suivie, je veux dire, hein, j'entends par là. Euh, pour aller dans cette idée d'être suivi, de présenter tes films en festival, t'as jamais donc, c'est là où je voulais en venir, présenter tes films en festival ou contacter des productions? Alors, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que j'avais envoyé un court-métrage. J'ai déjà tenté, en fait, plusieurs fois de participer à des concours. Par exemple, malheureusement, hein, j'ai participé à une époque où j'étais un peu innocent, où je ne savais pas, mais j'ai participé au concours de court-métrage d'In the Panda la première année, avec un court-métrage que je renie un peu parce que bon, c'est pas un court-métrage que j'aime beaucoup et surtout, c'est un truc qui totalement pas maîtrisé, et voilà, mais c'est un film qui avait été inscrit en concours, qui n'avait pas gagné, qui n'avait pas été retenu, ce qui n'est pas grave, hein, je suis pas, c'est pas ce qui compte. Et ensuite, j'avais fait un autre truc pour le Covid, qui s'appelle Courrier, qui était présenté pour un concours. Après, j'ai fait bon, des pseudo-concours, les fameux concours des Nuggets d'or. Ouais.
Voilà, mais et il y a eu une inscription plus sérieuse d'un court-métrage qui s'appelle Vérel, qui a été inscrit à un concours, mais j'ai jamais eu de réponse en fait. J'avais payé un timbre et j'ai envoyé un truc, mais j'ai Ouais. jamais eu de réponse du festival et à mon grand désarroi, je trouve ça bizarre d'avoir zéro réponse, hein, vraiment. On Ouais, dirait t'as, mais t'as, bizarre. t'as raison de le souligner parce que c'est vrai que c'est très particulier quand t'es tout seul et que tu envoies tes films en festival. Pour l'expliquer rapidement aux spectateurs, c'est que tu vas sur une plateforme sur lesquelles tu dois acheter, comme tu le dis, des timbres, un peu comme si tu voulais, je sais pas, payer tes impôts et des trucs du style. Et et t'achètes un nombre de timbres pour t'inscrire dans un nombre de festivals. Et en gros, ces sites internet sont des plateformes intermédiaires pour envoyer tes films en festival, où en gros tu remplis une fiche avec ton film, ta biographie, etc. Pitch, toutes les infos sur le film, affiche, et ton film se retrouve envoyé comme ça au festival lorsque tu as payé ce timbre et que tu as décidé d'inscrire le film à temps. Parce qu'il y a des problèmes de deadline, et en plus, quand il y a les deadlines que tu respectes pas, tu payes plus cher. Enfin, bref, ne rentrons pas là-dedans, mais disons que c'est compliqué, et oui, tu peux rapidement être dégoûté par ce système-là si t'es pas suivi. D'autant plus que quand tu n'es pas suivi par un distributeur, c'est encore plus compliqué de rayonner, même si tu fais des œuvres intéressantes pour ce qui est du court métrage. Sinon, il faut avoir voilà, la chance, ou en tout cas les coïncidences qui font que ton film sera vu, voilà, ou présenté dans un festival, et à partir de là, ça lance une vague. Mais Ouais. un truc juste pour ajouter par rapport à la question, et Mm, j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, mm, on en est parlé, je crois, à Paris. mm. J'ai gagné j'ai gagné quand même un concours de court-métrage pour un court-métrage sur lequel j'ai bossé en tant que chef-op, en fait. Si tu veux, j'ai plus le nom du concours, c'était un concours de court-métrage, mais pour les chefs-op, en fait. Mm. Et si tu veux, j'ai participé à celui de Nicolas Pogé, mon ami et collaborateur assez fréquent ces derniers temps. Ouais, il a Et travaillé avec toi sur Le Pays des Cendres, c'est ça? exactement, voilà. Il a travaillé avec moi sur la dernière séquence, sur Mm. les deux dernières séquences du film. Et en fait, donc il m'a invité. J'adore collaborer en fait. Je trouve ça même peut-être encore plus grisant parce que comme ça, je fais les choses pour les autres et j'aime bien. J'aime beaucoup. Et en fait, on a gagné le concours. On nous a fait un prix spécial. C'était pas du tout prévu. On nous a fait un prix parce qu'ils voulaient absolument célébrer le nôtre, en fait, le récompenser. Et c'était très chouette. Donc, en fait, ça me pousse maintenant peut-être à inscrire éventuellement des œuvres en cours. Bon, pas actuellement parce que j'ai vraiment la tête dans autre chose. J'ai un autre mood, comme on dit. Mm. Et en fait, mais évidemment, le Pays des Cendres, j'hésite en fait à contacter un cinéma art essai qui est pas loin de chez moi, qui passe des films assez audacieux et qui a des choix assez étonnants, et voir si je peux louer la salle ou pas. Et peut-être. Alors là, c'est hypothétique, hein, mais voilà, j'y réfléchis. Effectivement, tu vois, je veux pas rester dans mon coin non plus, c'est pas mon truc. Et puis j'aimerais de plus en plus bosser avec des gens en fait. Mm. Ah, très bien, ça c'est intéressant. On va revenir quand on va rentrer un peu plus dans l'œuvre. Voilà. Donc, tu as parlé de rêve tout à l'heure. Euh, Tu as pour but de te professionnaliser ou pas? Ouais, ouais, Hmm. évidemment. Alors, je ne sais pas par quel biais pour l'instant, parce que c'est toujours compliqué. Et puis, c'est compliqué le métier d'artiste, en fait. Hein. Faut pas se cacher, c'est peut-être le métier le moins apprécié, alors qu'il y a autant de travail que dans une usine, en fait. Hein. Voilà, et peut-être même encore plus psychologiquement, parce que quand tu fais un tournage, tu n'as plus de notion de temps. Et Alors qu'il voilà. faut bien en avoir pourtant. Et punaise, ouais, quand tu enchaînes des tournages de 7h à 20h30, à 23h, c'est quelque chose. Hmm. Et en fait, ben, disons que là, actuellement, je cherche surtout un projet qui est en lien avec mes études de droit, parce que j'ai un bac, en fait, pardon, un master. J'ai un master que j'ai obtenu il n'y a pas très longtemps, et là, actuellement, je cherche un travail, en fait. Et évidemment, ce travail va peut-être m'aider à entrer après dans la sphère du cinéma, c'est-à-dire que c'est un travail alimentaire qui va peut-être me permettre d'amasser de l'argent. Hmm. Et puis il y a aussi ces histoires de rencontres, de carnets d'adresses que je me fais, de gens parce que je fréquente des gens du cinéma, évidemment. J'ai un ami qui est réalisateur, qui pour le coup est un réalisateur professionnel
qui est domicilié à Limoges, avec qui je travaille souvent. Pareil, en collaborateur. Et voilà, mais oui, évidemment, j'ai envie d'en faire mon métier. Hmm. Très bien, très bien. Donc, ça promet en tout cas. On est curieux de voir la suite. Et justement, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on évoque ton œuvre parce qu'il y a certains motifs qu'on arrive assez facilement à voir. On va dire Mm, que tu es plutôt quelqu'un qui, comment dire, parle des mêmes choses, hein. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un auteur aussi. mm, Euh, c'est aussi bien pour moi, pour la première émission, d'évoquer aussi un cinéaste qui, évidemment, n'est pas simpliste, mais développe une approche, mm. comment dire, assez claire parce que continue. On va dire que tu es quelqu'un qui aime reprendre les mêmes thématiques, les mêmes motifs, et ça se voit au long de toute ton œuvre. Notamment, je pense à deux, trois choses, mais tu as l'utilisation de la couleur, du noir et blanc. On a aussi, d'un point de vue plus thématique, on a le personnage isolé Mm. dans un monde déserté, autant par le décor que par les émotions. C'est un monde souvent très noir, presque nihiliste. Et puis, il y a une quête d'espoir toujours. Il y a une quête d'espoir et voilà, on se balade dans ces paysages désertiques, industriels ou très naturels aussi. Et puis on voit beaucoup d'influences. Je pense à Kiyoshi Kurosawa, à Lynch, Tarkovsky. Là, dans le dernier film, on pourrait presque voir du Antonioni avec le désert rouge. Et puis, Mm. quand on pense à toi et qu'on te suit sur Internet, on pense beaucoup à Tarkovsky. Et c'est là où je voulais un peu en venir. C'est que toi, vu que tu as cette inspiration qui est assez claire, et on le voit dans le Pays des Cendres, particulièrement à la fin, qui fait beaucoup penser à Stalker. Oui. Euh, euh, Tu as un rapport au temps qui est particulier, c'est-à-dire que tu es plutôt un cinéaste comme Tarkovsky qui capture le tonnerre dans la bouteille. Si je puis reprendre l'expression C'est ça. de Wells, tu es quelqu'un qui laisse durer ses plans, qui essaye de capter quelque chose et même si tu prévois ta mise en scène, mais ou pas d'ailleurs, hein, c'est une question aussi que je me pose. Est-ce que vraiment, enfin, à quel niveau tu prévois tes films, mais tu laisses vraiment durer pour essayer de capter quelque chose. Donc, en deux temps, comment tu prévois ça? Est-ce que vraiment tu es assez comment dire, clair sur ce que tu veux filmer? Quel type de plan, quel type de mouvement de caméra, etc. Ton découpage est-il vraiment très clair dans ta tête et après c'est le réel aussi qui rentre un peu en scène? Ou pas du tout? Est-ce que tu te laisses aussi porter par les décors? Et puis, ton rapport au temps, dans un second temps, parce qu'on pourrait dire qu'il y a deux approches au cinéma, hein. Il y a l'approche de Tarkovsky voilà, qui laisse durer et qui crée des choses à l'intérieur du plan. On va dire que c'est à l'intérieur du plan que ça crée comment dire, l'émotion, l'action, que tout se crée à l'intérieur du plan. À l'inverse d'un autre cinéaste russe qui s'appelle Eisenstein et qui, Mm. lui, qui crée le sens, l'émotion, le discours par la collision, par les plans qui rentrent voilà, en collision. Bah, déjà, bon, moi, ça me fait toujours plaisir, en fait, quand on parle plus des références avant, parce que moi, j'assume totalement, si tu veux, je suis un cinéaste cinéphile, en fait, c'est sûr. Le cinéma a été ma grande école. C'est à force de voir des films que j'ai nourri tout ça, en fait. Et en fait, comment dire, tous ces cinéastes viennent aussi mettre des mots, des images sur ma vie. C'est-à-dire que le rapport avec les ruines, le temps, effectivement, c'est l'oubli, la disparition, c'est des choses qui viennent de moi directement. Et en fait, lorsque j'ai vu les films de Tarkovsky, de Kurosawa et même de Bellatar, c'est des cinéastes qui ont, comment dire, mis des mots, des images surtout, sur ce que je ressentais par rapport au monde. Alors, du coup, effectivement, je suis plutôt un cinéaste qui fait confiance au plan, et qui essaye d'échapper au contrôle. Parce que même pour aller plus loin que Tarkovsky, je pense même que l'incontrôle, c'est bénéfique parce que
il y a un oiseau qui passerait devant ma caméra, je le laisserai parce que ça a du sens pour moi. Parce que ça peut ajouter quelque chose en termes d'émotion, c'est quelque chose qui... et puis parce que c'est pas quelque chose... Ça s'est passé comme ça, quoi. Je pense pas... Alors, ça arrivera peut-être, mais je pense pas que je sois un cinéaste qui pourrait tourner dans un studio, quoi. Ce serait compliqué pour moi. Euh, J'aime beaucoup les environnements naturels et comme tu le dis, effectivement, le décor, c'est quelque chose qui, chez moi, est littéralement plus un personnage. En fait, pour moi et chez moi, je pense que les personnages que j'écris sont des fantômes qui sont pris par un maelstrom de béton, quoi, de murs, de couloirs et c'est très important pour moi. Et ma manière de travailler, elle est très simple, en fait, c'est que j'écris pas de scénario tel que ça doit être écrit en fait. Disons que j'utilise pas la fameuse forme habituelle du scénario. J'écris déjà, je procède beaucoup en écriture automatique en fait, Ouais. parce que la première chose qui vient avant la réalisation d'un film et l'écriture chez moi, c'est le repérage. Tout est lié au repérage. Vraiment, tout est lié. Le film, souvent, il s'écrit justement grâce à ça, grâce à des choses que je peux voir. Parce que, alors, c'est pas par prétention que je vais dire ça, mais je pense que je suis quelqu'un qui est assez observateur, en fait, qui Mais c'est prend le comme ça que temps. tu te positionnes surtout en fait. Euh, Oui, c'est dans tes films, et notamment dans le dernier, on va dire que, hormis quelques moments, et on pourra y revenir, euh, tu te mets à distance. Tu te mets à distance, tu observes et tu laisses faire. Tu t'imposes pas. ouais. Ouais, j'essaye en fait de vraiment, c'est ça d'être dans le. Mais c'est ça en fait qui est très important pour moi, c'est que disons que ce qui est essentiel, c'est la mémoire. C'est la mémoire. C'est-à-dire que tous ces lieux-là, parce qu'en fait, le rapport que j'ai surtout avec le cinéma, il vient pas forcément du cinéma en tant que tel, mais il vient surtout de ces séances qu'on faisait avec ma famille, euh, très, très longues de visionnage de films de famille. Parce que en fait, j'avais un grand-père, un grand-père, et d'autres membres de ma famille qui avaient un rapport avec puisque c'est l'époque où on avait les caméras domestiques, les les projos avec les domestiques aussi. Et forcément, il y avait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de films, en fait. Je pense que dans tout ce qu'a mon père, il y a de quoi faire un film, en fait, hein. Et, Hmm. euh, et en fait, en voyant ça, je me suis dit, je sais pas, ça a dû déclencher quelque chose chez moi. Et par exemple, quand je vais filmer un lieu abandonné ou une forêt ou quelque chose comme ça, ce qui compte maintenant, c'est vraiment la préservation de ce lieu dans la mémoire. Alors effectivement, je le transforme parce que disons que l'approche que j'ai, elle est plus celle d'un cinéaste plasticien. Hmm. Ce qui m'intéresse, c'est moi, je suis plutôt client de l'installation en fait, l'art contemporain. J'aime beaucoup Ouais. l'installation. J'aime beaucoup le fait voilà, c'est le lieu qui est là. La caméra Hmm. le modifie un tout petit peu, mais le lieu est là, il existe. Ouais. Et je modifie pas trop. Donc en fait, c'est vraiment les lieux qui écrivent mes films. Hmm. Et aussi des cauchemars, évidemment. Il y a des films qui sont adaptés directement de cauchemars. On reviendra là-dessus. Et le procédé de tournage, en fait, alors, c'est pas pour, pareil, pas pour me vanter, mais parce qu'on me l'a fait remarquer, je suis très rapide. Vraiment Hmm. très rapide. Même pour penser le découpage, je suis extrêmement rapide parce que je sais très vite ce que je veux, en fait. Après, forcément, j'ai des images qui occupent ma tête et j'ai envie de les faire ressortir, donc ça revient très vite. C'est quelque chose de. Je suis un peu impulsif, en fait, très, très hyperactif aussi sur les tournages. Je sais très vite. Et par exemple, ce matin, ben, je reviens d'un tournage, en fait. Hmm. Je suis déjà en train Ah, de bosser sur mon prochain long métrage. Et en fait, on est allé explorer un lieu abandonné qui est pas très loin de chez moi, à 1h50. Et ce matin, on a fait 1 heure où en fait on a marché dans le lieu que je ne connaissais absolument pas. Je suis allé vraiment. On aurait pu faire 1h50, il y aurait peut-être pas le lieu en fait. C'était peut-être détruit ou pas. Donc on y est allé comme ça en tant que chercheur de trésors un peu, tu vois. Et vraiment, on a été très satisfait parce que c'était un lieu incroyable. Et on s'est imprégné de l'ambiance du lieu et ensuite on l'a filmé. C'est ça qui est très important chez moi. C'est vraiment. Et pareil pour la musique, j'ai déjà. Parfois, je compose même la musique avant le film et j'écris le film en fonction de la musique. Ça m'arrive très souvent aussi. hmm. Ouais, ouais. Il y a énormément de choses dans ce que tu dis et
je vais revenir particulièrement sur 2 points qui me semblent essentiels et qui vont permettre aussi que l'on se rapproche du pays des cendres encore plus. C'est Mmh. que, il est vrai, tu t'intéresses beaucoup, au décor et comme tu le dis, à cette question de l'installation. Mais, je remarque que dans tes courts métrages, il y a quand même, des œuvres qui sont des films où toi, tu construis absolument tout. Tu as fait des films notamment en stop motion, je pense à AX, O1, Ouais. 01 pardon, ou Mort à l'enfance, qui sont des films dont tu as créé l'entièreté ou la majorité des décors, des personnages, des figurines, voilà, et des mouvements aussi. Et l'illusion du mouvement par la stop motion. Donc il y a ce côté un peu double qu'on peut retrouver dans le pays des cendres, peut-être, où tu deviens un peu Mmh. plus abstractif à la fin. Je me demandais d'ailleurs si ça allait revenir, parce que voilà, il y a cette ambivalence. Tu aimes, j'ai l'impression, de plus en plus aller vers quelque chose de naturaliste, vers voilà, d'aller filmer directement les décors tels quels et seulement les transformer par ta mise en scène et non pas par ce que tu vas y ajouter physiquement, en tout cas, d'accessoires ou d'éléments de décor. Et puis, dans un deuxième temps, c'est vraiment ce que tu dis, c'est l'écriture automatique. Parce que quand on voit le pays des cendres, eh bien, ça fait penser directement au surréaliste. Moi, quand je vois le film, la manière dont les plans et les séquences s'enchaînent, c'est-à-dire que pour pitcher le pays des cendres, et tu m'arrêtes si je dis absolument n'importe quoi, c'est Ouais. que en gros, on suit un point de vue extérieur qui filme l'activité d'une usine entourée de verdure. Voilà, à peu près. Et puis ça va naviguer de fil en aiguille, d'élément en élément. La terre, le bois, les arbres, les feuilles, le ciel. Et en fait, chaque élément, qu'il soit artificiel, enfin, ou transformé par l'homme, ou purement naturel, eh bien, comme ça, il va avoir un enchaînement qui est un peu de l'ordre de l'écriture automatique, peut-être. Et moi, directement, ça m'a fait penser un peu au cinéma dadaïste des années 20, un peu, tu sais, comme les Français à cette époque-là. Et je pense, par exemple, au Ballet mécanique de Fernand Léger, où tu Mmh. as quand même quelque chose comme ça. Tu filmes, parce que tu filmes des usines, tu filmes l'industrie, donc il y a quand même quelque chose de répétitif. Et puis tu filmes aussi la nature, les arbres, enfin, comment dire, qui sont des êtres inertes. Donc il y a ce côté où, en même temps que les éléments se suivent de façon automatique, on va dire que la pluie peut se transformer en barrage hydraulique, voilà, par exemple, Mmh. ou un arbre peut se transformer en copeaux, voilà, ou de la pierre peut se transformer en bâtiment, par exemple. On va avoir aussi, ben voilà, une écriture qui va enchaîner comme ça les éléments. Et, et dans ce rapport surréaliste, j'aimerais que tu nous parles directement dans ton processus de création. Comment ça te vient concrètement, en fait, ce type d'écriture? Là, je vais directement aller dans le pays des cendres et j'aimerais qu'on évoque la structure ensemble. Parce que au début, on est dans une structure qui semble, non pas classique, mais en tout cas, il y a une forme de linéarité. C'est-à-dire qu'en effet, les éléments s'enchaînent, comme je l'ai dit, mais il y a aussi, un questionnement, enfin une suite temporelle. C'est-à-dire qu'au début, on est de jour, puis on passe au crépuscule, puis la nuit, puis l'aube et puis au milieu, il y a quand on se retrouve sur les rails, on a un changement un peu brutal de régime d'image. Parce Mmh. qu'il faut le dire, dans ton film, on est, souvent, de loin, en plan large et avec une caméra fixe ou avec seulement des panoramiques. Donc c'est vraiment, le comment dire? Le minimum, syndical en termes de mise en scène. C'est comment dire? C'est épuré pour Mmh. dire, pour le dire,
d'une façon plus juste. Et puis là, tout d'un coup, on sent ta présence et il y a ce changement de régime d'image qui va laisser la place un peu au régime d'image du début, et puis vers la fin, aller vers cette abstraction, puis après la partie stalker, si je puis dire. Enfin, d'ailleurs, ce régime d'image intervient au moment où il y a la chanson qui reprend le texte du début. Donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de cette écriture automatique et de comment la structure t'est venue. Est-ce qu'elle est venue au moment du tournage? Est-ce qu'elle est venue au moment de la pré-production ou au contraire au montage en post-production? C'est marrant parce que c'est un peu les trois en fait. C'est-à-dire D'accord. que, si tu veux, déjà le film en tant que tel n'existe pas. Enfin, je n'ai rien écrit sur. Y a aucune fiche, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est des annotations sur mon téléphone que j'ai sûrement supprimées depuis. Et en fait, alors c'est très con, hein, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un matin où je prends la route avec ma compagne et on va un peu plus loin à côté de Limoges, Aix-sur-Vienne. Et si tu veux, en Haute-Vienne, il y a un important, on le voit dans le film d'ailleurs, il y a un important patrimoine industriel, notamment de fabrique de papier. Et on passe, et là je vois une espèce de nuage de fumée qui passe je suis en voiture, je vois au loin vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y avait une explosion, quoi, vraiment un truc. Alors que c'était juste l'usine qui fonctionnait, quoi. C'était juste l'usine parce que c'est papier, donc je sais pas, ça doit être sûrement parce qu'il y a une espèce de rejet après, parce que je crois qu'ils font brûler, enfin, c'est assez complexe. Et je vois cette espèce de nuage, je me dis, je sais pas, c'est un peu assez intéressant comme image. Souvent, mes images, elles viennent aussi lorsque je roule, hein. Hmm. Depuis que je roule, j'ai jamais été aussi imaginatif, paradoxalement, où je prends le train. Bah, c'est une fenêtre en mouvement, hein. On pourrait penser, par exemple, Exactement. je sais pas, à l'introduction de Deadman, Oui, oui, pour le exactement. citer. C'est un peu Oui, ça. oui, oui, tu as totalement raison. L'introduction de Deadman qui est incroyable. Effectivement, le train, bah pareil, c'est l'introduction aussi d'un film magnifique qui s'appelle La Clepsydre de Wojciech Haas, qui s'ouvre avec un train et on ne voit pas à l'extérieur, on ne voit que l'intérieur et on imagine l'extérieur et je trouve ça formidable. Mais effectivement, le travelling, c'est littéralement le train en fait. C'est tout simplement ça. Le train est un objet de cinéma, pur Hmm. et dur. Et Clairement. C'est qu'il ouais. arrivait en même temps que le cinéma, presque aussi. Oui, en plus, c'est vrai. Il y a de ça, et ça se voit dans le cinéma américain. Enfin, le western, quand par exemple tu t'intéresses à John Ford, tu sais qu'il a rencontré Wyatt Earp, et Wyatt Earp, Mm, c'est la fameuse histoire de hockey choral, et donc il a vraiment rencontré ces gens-là qui ont vécu le Far West, et qui dit Far West dit train. Donc évidemment il y a une connivence aussi. C'est pas pour rien que exactement. le cinéma et le train sont liés. Et donc le mouvement Et par le mouvement. la fenêtre écran, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et tu as ça aussi avec le cinéma iranien, notamment avec les voitures. Hmm. Parce que, en Ouais, Iran, Kiarostami. et Kiarostami, bien sûr, Hmm. d'ailleurs, tous les cinéastes en fait, iraniens, il y a toujours un truc avec une voiture, Panahi, Hmm. etc. Et, euh, et du coup, ouais, voilà, pour revenir à l'écriture, c'est-à-dire que je sors, voilà, je vois cette image, et en fait, tout d'un coup, ça me vient, parce que je venais de terminer La Zone, qui avait été vraiment un tournage éreintant, en fait, qui s'est très bien passé, mais extrêmement rapide, puisqu'on a fait un film d'1 heure quand même en 2 semaines, ce qui est un sacré pari. Et Tournage et montage compris. ouais, ouais, en 2 semaines. Hmm. Ok, ouais. Je crois que le montage, il m'avait pris 8 heures dans une journée, et je m'y étais vraiment pris, je sortais plus de chez moi, et voilà. Parce que, voilà, c'était assez intense. Et sachant que je monte aussi après avoir tourné, je monte entre-temps. Le film se construit un peu Ouais. par bloc. Et en Ouais, fait, mais tu tournes tout en même temps, toujours. Ou c'est vraiment, tu peux faire des pauses de, par exemple, je sais pas, 3 mois et y revenir. alors, ça dépend des films, parce que tu vois, pour La Zone, ça a été en même temps, vraiment dans la même période, et le Pays des Cendres, ça a été sur plusieurs périodes. Pareil pour Mémoire du désespoir, mon premier film. C'est-à-dire que mon premier long métrage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une sorte de progression technique aussi, parce que j'avais une nouvelle caméra pour Mémoire du désespoir et il fallait que je commence à l'appréhender. Et c'est pour ça que là, il y a cette fragilité en fait de progression.
Et dans le Pays des Cendres, voilà, il y avait des endroits, j'ai fait des repérages entre-temps, j'ai regardé ce qu'il y avait à Limoges. Je zoomais sur Google Maps pour bien voir si c'était bien des endroits, des architectures industrielles. Parce que voilà, ce qui compte aussi hein, dans le film, c'est les formes. C'est les formes, c'est ces formes qui sont pourtant extrêmement fascistes dans le sens où c'est contrôlé, quoi. C'est l'architecture qui dégage rien du tout, qui est... Et Ouais, pourtant, et parfois, quand même, il se passe des choses quand même sur il y a cette des sursauts. architecture. Ouais, il y a Ouais, des sursauts. notamment Ouais. cet œil rouge Ah à oui, un bah, moment qui est extraordinaire. Hein. ah oui, Cette alors ça, c'est architecture. incroyable. Ça, je ne connaissais pas. J'ai découvert. Il y a la plupart des lieux là qui sont dans le film, c'est que de la découverte. Donc, il y avait en fait une sorte de double plaisir, le plaisir de Mhm. filmer et le plaisir de découvrir. Donc, toujours cette idée de chasseur de trésors que j'essaie de garder quand je fais un film. Et en fait, ce qui a été vraiment fascinant, bah, d'ailleurs, cette centrale déchet qu'on voit, donc c'est une centrale déchet. Pour ça qu'on voit passer un camion poubelle à un moment, c'est celle de Limoges en fait. À Limoges, qui date des années 70, je crois, donc elle est cette espèce d'architecture extrêmement étrange, qui est très loin du brutalisme moderne. Donc on est vraiment dans un truc assez étonnant. Et en fait, voilà, il y a eu cette progression. Et effectivement, cette écriture automatique, c'est aussi des questionnements de ce que je vous racontais, parce que, bon, l'idée principale, quand même, je vais pas le cacher, du Pays des Cendres, c'était d'être une sorte de réponse définitive à Koenigsegg Mhm. de Godfrey Reggio. Parce que Koenigsegg, pareil, c'est un film fondateur pour moi, très important, notamment sur la musique, sur le rapport aux images, sur le sens, sur l'abstraction, parce que pareil, c'est extrêmement abstrait et pourtant si clair, Koenigsegg. Et, et ce que je voulais faire, c'était vraiment bah, prendre le Pays des Cendres, en fait, c'est littéralement une sorte d'abstraction, de métaphore de tout ce que je montre. Hein. Le poème, d'ailleurs, il est venu en faisant le film, comme C'est toi si qui l'as c'était... écrit donc. Oui, oui, le poème, il est de Ouais. moi, ouais. Ok, ok, Ouais. ouais. Parce que je me demandais. Enfin, par volonté, je n'ai pas cherché. Pour une fois, je me suis promis de ne pas chercher. Je me posais la question. Je me disais, est-ce que c'est un peu à la Godard, quelque chose qu'il a appliqué à Aragon ou je sais pas, ou est-ce que c'est lui qui l'a écrit, qui en plus tu le mets en musique et tu le chantes, c'est ça? Oui, je chante, ouais, je chante. Et d'ailleurs, avec ce morceau qui a mis tellement de temps à être fait, dont j'étais pas sûr. Il y a eu beaucoup d'incertitudes avec ce film parce que forcément, c'est un film qui est extrêmement personnel, qui est extrêmement risqué parce que j'avais envie en fait de révolutionner entre guillemets. Hein, je n'ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. C'était dans le contexte du film, Hmm. de révolutionner chaque plan, chaque séquence que j'avais filmée le jour précédent. C'est-à-dire que je Ouais. voulais aller plus loin en fait. Hmm. Et je pense que l'explosion de ce plus loin, c'est la séquence finale, l'avant-dernière séquence, avant l'espèce d'urbex, d'explosion littérale, où Ouais. tout part en vrille en fait, où il y a Ouais. vraiment de la recherche plastique, Tu l'as tourné quand cette séquence dans il dans y a le pas très tournage, longtemps. dans l'ordre? Il y a vraiment il y a un mois. J'ai tourné il y a un mois. Ok, mais c'était donc plus vers la fin du tournage Ouais, que tu as fait exactement. ça. Est-ce que Ouais. c'était le dernier, la dernière séquence que tu as tournée ou c'est Ouais, c'est la ouais, dernière séquence que j'ai ok. tournée. C'est ça qui est amusant, c'est que la fin, j'ai tourné avant cette séquence-là, juste avant. Hmm. Voilà. Et en fait, et d'ailleurs, j'ai utilisé deux caméras sur cette séquence. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une caméra, celle que j'ai habituellement, et une caméra qui est de moins bonne qualité, plus une sorte de caméra DV, Ouais. pour avoir cette espèce de matière extrêmement fragile et violente. Et Ouais, bah, t'as l'impression que l'image se brise aussi, se fragmente. c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire Hmm. que je voulais que, c'est comme la pellicule, je voulais qu'elle brûle en fait, que l'image D'accord. brûle et qu'elle Tu connais meure. le travail de Jacques Perconte? Pas du tout. Pas du tout? Je t'invite alors à le découvrir parce que je pense qu'il y a certaines similarités entre. En tout cas, ce moment-là m'a un peu sauté aux yeux. C'est un cinéaste qui travaille notamment la texture du numérique et qui travaille aussi beaucoup avec Super. les formes de la nature. Donc je pense qu'il y a beaucoup à y voir. Je me demandais si tu avais vu ces films. Bon, du coup, on va pas partir Et vers je là, note, mais merci beaucoup. Merci ouais, beaucoup pour je t'en prie, je t'en l'entraînement. prie. Et en tout cas, je suis content que tu cites Koyanis Katsi parce que ça permet aussi de donner aux spectateurs qui n'auraient pas vu le film euh, une idée un peu du registre cinématographique dans lequel tu souhaites t'inscrire. Donc c'est vraiment bien parce que c'est un peu ça, c'est une vision thématique, comment dire, ouais, distancière
de ce Mmh. que tu veux voir. Tu essayes de faire quelque chose de global quand tu racontes. Il y a Ah, une forme toujours, d'ampleur. Il y a une forme d'ampleur toujours, oui, dans la oui. narration. Oui, parce qu'en fait, comment dire? C'est-à-dire que même si effectivement, comme tu le disais, il y a cette espèce d'opposition dès qu'il y a cette espèce de champ. D'ailleurs, Mm. je crois que oui, c'est le premier plan. On voit un time lapse. C'est premièrement, on voit un time lapse puisque après le plan d'usine qu'on voit, il y a un plan de ciel et qui est accéléré en fait, et ça fait un time lapse où on voit le ciel qui s'avance, qui va beaucoup plus vite. Et c'est pour montrer aussi qu'il y a un basculement. Et c'est pas pour rien qu'il y a le. C'est comme ça, en tout cas, que j'avais imaginé pour le film. C'est pas pour rien qu'il y a le texte qui est chanté, parce que c'est le Mm. film qui recommence. Ouais. Vraiment. Oui, bah oui, C'est. oui, c'est ce qu'on ressent. Ah bah, c'est super. Et on se. Non, mais c'est assez étonnant parce que ce moment, alors, il y a un jugement assez brutal, hein, comme je le disais. On était axé. Tu me dis si je me trompe, hein, mais on était de loin, plan large, très épuré, avec plan fixe ou panoramique, souvent, voire quasiment tout le temps en contre-plongée, avec le ciel en arrière-plan. D'ailleurs, le ciel, on pourrait peut-être y revenir, Ah oui. parce que c'est un personnage intriguant aussi. Et puis là, on passe dans une voiture. On passe dans une voiture et on ressent le point de vue, enfin ton point de vue, le point de vue du caméraman, parce que comment dire, ça saute aux yeux ou aux oreilles plutôt, j'ai envie de dire, encore plus à la fin, notamment dans la scène des canalisations. Mais on sent ton point de vue, on sent le point de vue de l'être humain. Et justement, l'être humain dans le film, il est souvent mis au second plan. Alors on voit parfois des petites formes, des ouvriers Mm. vêtus de couleurs fluorescentes, se trimballer dans les coins des plans, tout en bas, enfin vraiment bord cadre souvent. Tu fais un plan au début sur des fenêtres où on voit des gens, comment dire, de C'est vrai. nuit aussi. Mais voilà, les êtres humains sont vraiment au second plan. Puis là, tout d'un coup, il y a une présence, celle, la tienne, sûrement, où on se demande, quand on voit cette scène, on se dit, est-ce que ça va être l'histoire d'un ouvrier? On sait pas trop. Et puis voilà, bah, il y a ce moment, en tout cas, où il y a cette fracture. Et puis, à partir de ce moment-là, bah, les images que tu nous remontes, parce que que tu nous montres, elles se rapprochent dans un premier temps plus de celles de la première partie, mais on les voit différemment parce qu'on a eu ce passage en caméra portée. Et puis après, oui, tu vas aller vers l'abstraction, comme on l'a évoqué plus tôt. Ouais, exactement. Et puis il y a effectivement ce truc d'aller-retour, encore une fois, avec, comme tu disais, ce retour à l'aspect plus épuré du début, avec cette usine, qui est le passage, j'ai appelé littéralement l'usine, parce que pour moi, c'était l'usine ultime du film. C'est-à-dire que c'est une usine assez impressionnante, qui est pas loin de chez moi non aussi, qui est en fait un village, qui est littéralement une usine. C'est-à-dire qu'il y a l'usine, et il y a trois quatre maisons à côté. C'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont construit des logements exprès pour les ouvriers, qu'à côté, il y a Hmm. cette espèce de truc immense, d'usine de papier qui est là depuis la fin du 19e siècle, je crois. Donc c'est une Ouais. très très vieille usine qui s'est construite, qui s'est agrandie comme un monstre, hein, un peu. Hmm. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment un truc que j'ai voulu faire, c'est qu'il y a une image qui m'a hanté toute ma vie, Hmm. vraiment, que j'ai vu tout petit. C'est la fameuse image dans Metropolis, de l'usine qui se transforme littéralement en monstre, ou en tout Hmm. cas en place de sacrifice, et qu'on envoie des gens se faire manger par, Ouais. par l'usine. Ça, c'est une image qui m'a guidé pour le film, en fait, parce que, Hmm. sans forcément chercher à la reproduire, parce que je ne suis pas Fritz Lang, et puis j'ai envie de laisser Fritz Lang tranquille quand même un peu. Non, puis ce qu'on veut voir, c'est toi. On veut pas voir Fritz Lang. Exactement, Enfin, oui, de toute tout à façon, fait. déjà, tu n'arriveras pas à l'atteindre, tu n'arriveras pas à être dans sa Non, tête, même sans pareille qualité, hein, c'est même pas la je suis question. d'accord avec toi. Mais Non, mais c'est que ce qui est intéressant dans un film, c'est l'honnêteté du cinéaste, c'est c'est absolument. de voir que tu te dévoiles. Je suis absolument d'accord avec toi, et justement, c'est ça qui est intéressant lorsqu'on fait du cinéma, c'est il y a un héritage qui est quand même assez lourd à porter, parce que il y a des années de cinéma, même si le cinéma est encore un art jeune, et en même temps, il faut essayer de chercher à être soi-même, à assumer qui on est. Je crois que vraiment, ce film, en tout cas, Le Pays des Cendres, est la quintessence de mon rapport au monde. C'est-à-dire que, Hmm. parce qu'en fait, si tu veux, moi, Mais pour l'instant, en tout cas, j'espère, hein. J'espère que à la suite, tu continueras à la faire évoluer, cette vision. ah, elle ne cessera. De toute façon, je fais que des déclinaisons en fait d'une Hmm. vision qui est là.
et qui n'est pas forcément négative en quelque sorte, hein, parce que ce que j'ai essayé de faire avec Le Pays des Cendres, c'est-à-dire c'était de donner cette impression un peu contradictoire. On voit des choses extrêmement belles, qui sont Mhm. moches de base, Ouais. mais que la caméra sublime un peu, et l'étalonnage aussi. Et, mais en fait, j'ai voulu rappeler aussi que malheureusement, ce qui restera de tout ça, c'est que des morceaux, quoi. Ouais, C'est oui, ben, on a l'impression que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, si on peut c'est utiliser exactement ça. l'expression. C'est que, enfin, le premier plan du film, c'est, on voit une usine au loin avec un arbre et puis on rentre un peu dans le surcadrage que crée cet arbre-là avec, au fond, l'usine et puis Oui. on revient, enfin, l'usine de fin est en lambeaux et elle commence à être, habitée de nouveau par la nature. Mm. Ouais, Et puis en plus, voilà. à ce niveau-là, il y a l'image aussi du verre brisé que tu as cherché à représenter qui pourrait peut-être aller dans cette idée-là. J'ai pas spécialement envie de, surtout avec toi, de l'intellectualiser. Je pense qu'il y a Mm. aussi un danger. Tu penses déjà beaucoup à ton œuvre. Je voudrais pas qu'on te fasse aller Après, il y a. dans ce sens-là. J'aime aussi, c'est ce qui me plaît dans cet entretien, c'est que tu montres aussi une forme d'intuitivité dans ton travail. Et ça, je pense que c'est aussi fondamental de ne pas penser comme un théoricien, enfin, ou un critique à la création, parce que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, on dit pas je fais ce plan pour raconter ça. Non. Il y a une forme de mort créative peut-être à être dans une forme de recherche de ce type, parce qu'on tombe peut-être dans une forme de symbolisme du ça est égal ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon rapport au cinéma. Je suis pas quelqu'un qui cherche le sens. En fait, ce qui a toujours compté pour moi, c'est l'émotion, c'est la Mm. sensation, c'est vraiment les questions que je me suis. Disons que ce que je voulais dire dans Le Pays des Cendres était très clair pour moi depuis le début. Après, on y trouve tout ce que l'on veut. C'est pas, ça ne me gêne absolument pas. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour donner une règle tu vois, de conduite. Mm. Ce qui compte pour moi, c'est en fait, ce qui compte plus pour moi, c'est on comprenne euh, la force que j'ai essayé de faire ressortir à travers ces images. Cette espèce voilà, de sidération, par exemple, face à l'usine, à un moment où, comme lorsque je la découvrais, que j'étais totalement en pamoison, quoi. Mm. Et j'ai essayé aussi d'expliquer un rapport que j'entretiens avec ça, pourquoi j'ai ça en tête, d'où ça vient aussi. Il y a toujours un truc en rapport avec la mémoire, ma propre mémoire. Pareil, encore une fois, j'ai envie de fixer ces choses. Mm. C'est, euh, Parce que c'est- son j'ai voué envie- à la disparition aussi. C'est ce que Exactement. tu filmes. Mm. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai repris en fait la forme à la fin de l'urbex, tout simplement, hein. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui, Mm. je trouve, Oui, tu n'est as pas. repris un peu en fait, ton travail d'une certaine manière. En fait, tu as filmé presque tes repérages, quoi. C'est Si on peut le exactement. dire. Mais exactement. Et en plus, Enfin, c'est marrant. l'émotion, comme tu le dis, c'est bien. T'es simple dans ta manière de percevoir ce que tu veux faire et dans ce que tu as envie de faire dans tes intentions. Enfin, tu te dis, je veux transmettre les émotions que j'ai eues quand j'ai découvert ça. Mais c'est vraiment, tu le filmes en fait. Tu filmes la découverte presque. Oui, oui, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire. C'est pas parce qu'en fait, je pense qu'il y a, je pense que l'art c'est un travail de transmission en fait, parce que si on fait ça, c'est pas pour rien. C'est pas uniquement pour que ça soit enfermé dans une pièce ou chez un particulier ou dans un musée. C'est aussi pour que ça transmette une impression de ce que l'on pouvait ressentir. Par exemple, quand on voit je sais pas, le cri de Munch, on Mm. comprend qu'au moment où la peinture a été faite, il y avait quelque chose qui s'est passé, quoi. C'était pas là pour rien. C'est pas par hasard qu'on a ces déformations de l'image, de la Mm. peinture, de la forme. C'est parce qu'en fait, à un moment clé, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail, c'est-à-dire que euh, quand je filme quelque chose, c'est vraiment dans l'idée il y a eu un truc qui s'est passé en moi à ce moment-là, j'ai envie de le transmettre. Mm. C'est vraiment, je suis pas un intellectuel, je pense pas, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement naïf. En plus, je pense que ça se ressent dans mes films. Et je suis pas un théoricien. J'ai l'intellectualisme, le travail philosophique, tout ça, ça m'intéresse énormément. Mais j'essaie de revenir à une matière plus brute, en fait. Parce que
Bah, pas par volonté d'universalisme, parce que moi, les films qui vraiment stimulent l'intellect et vont plus loin, et vont vraiment dans quelque chose d'extrêmement philosophique et réflexif, ça ne me gêne absolument pas, j'adore ça. Mais disons que c'est pas mon combat. Peut-être qu'un jour, ça le sera, parce que il faut aussi changer. Comme ce qu'a fait Cronenberg avec son cinéma, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il a fait d'abord un cinéma extrêmement plus proche du cinéma d'exploitation, et il est allé vers quelque chose, tout en ne délaissant pas, à mon sens, le travail du corps, parce que je Hmm, suis désolé, mais les derniers films de Cronenberg, il y a toujours le corps. Il est toujours là, bien sûr. il est plus clair, plus tangible. Oui, il est, comment dire, il est plus théorique, plus conceptuel sur sa manière de penser ce rapport-là. C'est Ah, il y a ça. vraiment, comme tu le dis, on peut faire, je sais pas, une opposition entre Chivers et c'est Frisson, peut-être en VF, il me Oui, semble, oui, c'est ça. et Cosmopolis. Oui, exactement. Parce que il y a un moment, faut évoluer aussi, et c'est très bien. C'est un truc d'ailleurs qu'on remarque même dans des cinéastes plus staccanovistes, plus qui ne cessent de continuer, comme Hong Sang-soo. Hong Sang-soo, je trouve qu'il a, pour avoir vu ses premières œuvres, je trouve qu'il y a une évolution formidable. C'est-à-dire qu'au Hmm. début, il y a quelque chose de plus grave, et maintenant, il mélange cette gravité avec une sorte de légèreté qui me touche beaucoup plus. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Il pourrait peut-être arriver qu'un jour je fasse une comédie, par exemple. Ça ne m'embêterait, même si j'ai pas tellement d'humour. Enfin, je suis pas très bon pour écrire l'humour, mais voilà. Et dans le Pays des Cendres, c'est ça. Je voulais aussi rester vers ce que je fais depuis des années, depuis 4 ans, mais en même temps aller vers cette espèce d'abstraction encore plus prononcée, effectivement, en filmant des choses mortes. Ouais, bah tu sais, j'y pensais, hein, j'allais te le dire, c'est un mélange en même temps, voilà, comment dire, enfin, tu filmes des choses inertes, c'est-à-dire que tes films, c'est des, comment dire, des sortes de gigantesques natures mortes, et Oui. ça se voit depuis Natura, ton premier court-métrage, qui est vraiment ça, vraiment une nature morte littérale, enfin des natures mortes Mm. plutôt, et là, c'est des natures mortes, mais aussi industrielles, voilà, enfin tout se confond. Et peut-être avant de terminer l'émission, voilà, je voulais en tout cas revenir sur le ciel dans le film et le rapport que tu entretiens à celui-ci, parce que évidemment les nuages enfin, fusionnent avec la fumée, ça on le voit, mais en même temps, comment dire, comme je le disais, tu as cette manière de faire qui consiste à souvent filmer en contre-plongée et donc d'avoir toujours le ciel en fond. Toi, est-ce que ça, c'était vraiment un parti pris, comment dire, que tu avais de base, ou est-ce que c'est, on va dire, pour réussir à montrer ce que tu avais à montrer, mais tu étais obligé de le faire de cette manière-là? C'est un parti pris qui était assumé dans le sens où je voulais absolument qu'il y ait une sorte d'opposition et en même temps de mélange. Effectivement, souvent la fumée dans le film se confond avec le ciel. Et c'est parce qu'en fait, je pense que ces choses que j'ai filmées, elles font partie quand même de tout ça. C'est pas, je suis pas quelqu'un, je suis pas du genre à, au-delà de toute considération écologique, etc. Je suis pas quelqu'un qui oppose de manière drastique l'impact de l'humain sur l'environnement. J'ai plutôt l'impression, et c'est ce que je montre à la fin, c'est que il y a une sorte de connivence, on crée des nouvelles choses. Alors, Hmm. avec les dégâts que ça cause malheureusement, mais en tout cas, ça existe. Il faut essayer de le capturer. Effectivement, le ciel est extrêmement. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que majoritairement, à chaque fois que j'avais filmé, il y avait toujours des nuages. Toujours Hmm. au-dessus des yeux, il y avait toujours des nuages, En toujours même temps, le tu temps. habites à Limoges. Si tu voulais pas de nuages, il fallait habiter plus dans le sud. Alors attention, dans le Limousin, tu peux commencer avec une journée ensoleillée. À midi, il y a la pluie et le soir, il y a la neige. C'est c'est vraiment, d'ailleurs, c'est vraiment assez particulier. Le Limousin, pour ça, c'est toujours C'est cinématographique aussi, hein, extrêmement. et en même temps très embêtant aussi pour si tu veux avoir de la continuité, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, pour revenir à cette nécessité en fait de filmer en contre-plongée, c'est aussi parce que pour rappeler que ces unis, elles sont pas, c'est pas les seuls monstres. C'est-à-dire que la nature elle est toujours là, le ciel, ça Mmh. reste évidemment la nature. Elle se fait bouffer en fait. Et c'est comme si en fait j'ai pensé à
j'ai pensé à Nope, en fait, Ouais. qui est un film que j'aime beaucoup, qui avait réussi ça, c'est-à-dire j'aime beaucoup l'idée de cacher l'antagoniste dans les nuages parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les nuages, on ne sait pas ce qui se passe dans les nuages. Ça fait aussi penser évidemment au château dans le ciel qui se cache dans les nuages. Et je ne cesse d'ailleurs dans ma vie de scruter le ciel, les nuages, en espérant qu'il y ait un château dans le ciel. Et en fait, pareil, les nuages, on a l'impression presque qu'ils aspirent la fumée, Ouais. comme des êtres vivants Mhm. comme un microscope, comme des bactéries en fait, tu vois, Hmm. bouffent et c'est pour ça que j'ai voulu filmer aussi la brume, parce que la Hmm. brume, lorsque j'encadrais, c'est vraiment comme si elle enveloppait, elle se Ouais. confondait aussi avec la fumée, comme si il y avait une sorte, comme des fourmis, tu sais, comme ces insectes, les insectes qui servent à récupérer Ouais. les déchets, comme Le brouillard, la brume, c'est très bien, hein. Carpenter, hein, on pense à Fogg et c'est la même chose aussi. qui récupèrent les morts d'ailleurs. C'est ça, il y a un Ouais, truc c'est ça. et le film qui a aussi eu un intérêt pour moi là-dedans, c'est Soleil Vert en fait. Parce que Soleil Vert, c'est pareil, on a cette idée quand même, alors pas avec des nuages, pas avec des éléments naturels, mais avec des éléments purement humains, mais de récupération. Oui, et puis Et en plus dans le film, il y a cette idée de fusion aussi entre comment dire, le vert et le ciel aussi, hein, parce quand on exactement. est en extérieur, il y a une sorte de fumée verte qui se confond avec l'environnement global. Bah, tu vois, par exemple, le plan de la, de l'église, qui est dans cette espèce de. Alors, j'ai un tout petit peu accentué les jaunes, mais c'était vraiment comme ça, c'était assez étonnant. Et en fait, je pense que c'est à cause de la pollution, parce qu'il faut savoir d'ailleurs que, je ne sais pas si ça se ressent, mais ce passage avec l'usine est extrêmement jaune parce que je voulais faire ressortir une odeur. Parce qu'en fait, lorsque tu vas dans ce lieu-là, ça sent pas très bon, ça sent le soufre en fait. C'est une espèce de... Et ça donne une idée de couleur. Et donc, dans ce plan-là, tu vois, de l'église, bah, moi, j'ai pas arrêté de penser à Soleil Vert parce que j'ai pensé au fameux plan très large où on voit la population avec les tractopelles et on voit Ouais. qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de ciel du tout. Et, Hmm. euh, et vraiment, ce plan-là, en fait, est pareil contre-plongée où on voit le rapport, le décalage entre ce qu'il y a de, vraiment devant nous et l'arrière-plan, tout ce qui entoure. Et c'était vraiment très important pour moi de jouer là-dessus, en fait. Ok, ok. Mais écoute, je pense que c'est bien pour terminer cette émission. On a essayé, voilà, d'être un petit peu global, de parler de ton œuvre en général, et puis surtout de mettre en avant ce dernier film, Le Pays des Cendres, donc, qui est Mm. sorti il y a quelques jours, que je vous invite à voir. Évidemment, le lien est en description. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Nicolas Artopolis. Et puis, ben, je te remercie, voilà, pour cette première émission. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir. Et puis, qui sait, on se reverra peut-être pour de prochaines collaborations. Ah bah, j'espère bien, hein, bien sûr. Et c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup pour ton invitation, c'est un honneur. Je t'en prie. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite. Merci Nicolas. À très vite également. Et puis, ciao, ciao tout le monde. Ciao.